Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREMIERE partie 1. Julie marchait sur la grève, seule. Pour se retrouver, elle avait besoin d'espace. Le vent la poussait, et bien davantage encore son esprit en effervescence la contraignait à avancer. Face à la mer, elle put enfin retrouver son calme. Les vagues sans cesse renouvelées léchaient les galets. Attentive à leur va-et-vient régulier, Julie s'en trouva peu à peu apaisée. Elle devrait sauter de joie, le lendemain serait un grand jour, elle se mariait. Eugène avait tout prévu, et elle avait accepté avec émotion. Jules aurait bientôt 2 ans, et un papa attentif serait là pour le protéger. Que de chemin parcouru. Julie se trouvait presque vieille, et pourtant il n'y avait pas bien longtemps qu'elle était arrivée sur cette île. Ce soir-là, tout ce qu'elle avait voulu fuir lui revenait en mémoire. Elle n'avait pas oublié la ville, là-bas de l'autre côté de l'océan, les grandes maisons de pierre grise juchées au-dessus du port, les rues animées des jours de marché. Elle entendait les voix criardes des marchandes, le claquement sec des sabots et le roulement des charrettes sur les pavés humides. Elle se souvenait des collines boisées, du petit bois où Eugène venait tailler les arbres. Ils s'y rencontraient souvent par hasard, puis plus fréquemment en multipliant les occasions et en catimini, un peu comme des voleurs. C'était là qu'une première fois leur regard avait changé. Ils n'étaient plus des enfants et sans le prévoir tout avait basculé. Ils se côtoyaient depuis longtemps pourtant. Ils s'entrevoyaient au gré de leur placement. Quelque temps ensemble chez une même nourrice, démunis, ils avaient partagé de simples joies. Elle avait aimé s'asseoir à côté de lui. Il était silencieux, presque taciturne, mais ses yeux bleus riaient quand il se posait sur elle. Furtivement il glissait dans sa petite main une noisette ou une petite pomme. Ces petites attentions étaient de merveilleux cadeaux pour la petite fille seule. Julie, plutôt espiègle, se faisait rabrouer bien souvent et sentait qu'Eugène voulait la défendre. Il la protégerait, elle le savait. Sa présence était réconfortante mais il n'était pas resté. Après quelques mois, elle l'avait regardé partir sans rien dire quand on était venu le chercher. Les yeux agrandis, Julie aussi s'était tue. Le cœur gros, elle avait attendu. Les jours s'étaient succédés et peu à peu, elle avait accepté. Elle adopta le petit Loir qu'Eugène nourrissait en cachette, et à son tour le cajola. Il était dodu et son pelage soyeux était agréable. Il était devenu sa chose alors qu'elle n'avait rien. Elle pensait qu'Eugène aurait aimé qu'elle le garde. Ses premières années à Bouillon chez Nanny Jeanne, une accorte nourrice, n'avaient pas été les plus difficiles. Elle avait encore en mémoire le paisible village et le sentier en pente qui conduisait à la mare de Bouillon, tellement attirante pour les enfants ravis de pouvoir venir y barboter, le coin des lavandières et celui du sable. Une vie qui aurait pu être banale. Pourtant au sortir d'une petite enfance sans beaucoup de tendresse, les interrogations s'étaient multipliées. Julie comprit très tôt qu'elle était différente, même si elle était encore incapable de mesurer cette différence. Une sorte de mystère l'environnait. Le départ d'Eugène l'avait bouleversée, et un jour ce fut son tour de partir et cet éloignement l'avait blessée. Quand ils s'étaient revus bien longtemps après, Eugène avait grandi. Ses yeux bleus éclairaient toujours son visage. Il semblait beaucoup plus fort. Elle avait mis sa main dans la sienne, tout naturellement, et ils avaient marché un moment sans un mot puis ils avaient raconté. À partir de ce jour-là, ils ne s'étaient plus perdus. La veille de son mariage, avec une grande lucidité, elle se remémorait les années précédant son arrivée sur l'île. Des années sombres, la solitude, le travail pour survivre et une sourde volonté qui l'avait toujours poussée à avancer. La vie même, chevillée au corps, avec ses appétits et ses espoirs. C'est tout cela qui l'avait conduite jusqu'ici. Julie avait voyagé sur un voilier de Granville, un de ceux qu'elle avait observés dans le port. Elle se souvenait. La houle incessante engourdissait les corps moulus et soumis dans l'inconfort et la promiscuité. La peur au ventre avait vite remplacé la joie du départ. La tempête avait éprouvé le bateau, ses membrures, son équipage pourtant aguerri et ses passagers. Elle avait attendu la fin du voyage comme une délivrance. Recroquevillée, épuisée par ses journées interminables, ses nuits sans sommeil, elle avait gardé l'espoir, certaine que tout irait mieux après cette nouvelle épreuve.
L'insistance d'Eugène avait fini par vaincre ses hésitations, et son envie de le rejoindre avait fait le reste. Julie était partie vers l'inconnu, sur un océan immense et capricieux. L'horizon inaccessible était resté indéfiniment vide pendant des jours et des jours, jusqu'au survol des goélands annonçant enfin l'approche des terres. Les premiers rochers émergés de l'archipel apparurent. C'était à Saint-Pierre qu'elle arrivait. Les îles lointaines de Saint-Pierre et de Miquelon étaient régulièrement fréquentées par les Normands, et bien connues de la population des côtes de la Manche. De nombreux marins avaient choisi de s'y installer, et vantaient les avantages qu'elles offraient. Peut-être évitaient-ils de s'arrêter sur les difficultés engendrées par le climat particulièrement rigoureux qu'elles subissaient. Ces minuscules îles n'étaient que les dernières miettes de la Nouvelle-France, les plus exposées, les plus petites, les plus arides sans doute. Si loin de la métropole, déjà en Amérique, elles étaient françaises. Proches des bancs poissonneux de Terre-Neuve qui, depuis plusieurs siècles, attiraient les pêcheurs de la vieille Europe. Ces îles avaient été un refuge pour les marins, et allaient devenir celui de Julie. À peine alertée par l'aspect rude des côtes nappées d'un brouillard assourdissant, elle avait attendu l'immobilité relative du bateau, enfin ancré, pour descendre dans la chaloupe qui accosta brutalement. Impatiente, elle retrouva la terre ferme avec une joie folle. Un peu chancelante, la démarche mal assurée après 25 jours de mer et de roulis, elle traversa le ponton. Le sac qu'elle portait n'était pas très lourd. C'était son seul bien, mais que lui importait. Parmi les badauds qui attendaient l'arrivée du bateau, son amie Mélanie était là. Elle avait fait le même voyage l'été précédent. Leurs effusions furent brèves, mais la chaleur de son accueil était restée inscrite dans sa mémoire. Oh oui, elle se souvenait. Elle avait pu se réchauffer et apprécier une grande tasse de thé brûlant, une grande nouveauté qui plut à Julie. Elles avaient bavardé longuement, tellement heureuses de se retrouver. Eugène était arrivé quelques jours plus tard et leurs regards impatients s'étaient rencontrés, mesurés et enfin retrouvés. Quel bonheur! Enfin la vie leur souriait. Ils étaient ensemble et tout était possible. Ce soir-là, Julie était bouleversée. Demain elle se mariait. Ce dimanche avait été un peu étrange, une sorte de parenthèse, un jour d'attente plutôt qu'un jour de Pâques. Les hommes firent de petits travaux, les femmes quelques préparatifs et elles bavardèrent. Ils étaient surtout préoccupés par ce mariage prévu pour le lendemain. Les occasions de faire la fête étaient rares et pour une fois, ils pourraient se distraire un peu. Julie était allée à l'église, mais n'avait pu se recueillir. Depuis quelque temps elle y venait plus fréquemment mais ne priait pas vraiment. Elle accompagnait Mélanie. En ce jour de Pâques 1844, l'église était pleine. À la sortie de la messe, chaque dimanche, quelle que soit la température, on échangeait des nouvelles sous le porche. C'était un des rares lieux de réunion. Les visages étaient souriants ou avenants, amusés et curieux, fiers, fermés, tristes ou seulement inquiets. Quelques coiffes apparaissaient au milieu des fichus. Les plus avertis portaient des bonnets de laine, les plus chanceux des bonnets de fourrure. Il y avait là tout un échantillonnage et dans la foule, les derniers arrivés semblaient bien jeunes. Les rencontres étaient agréables et l'on s'attardait encore un peu malgré le froid. Julie était partie rapidement. Elle n'avait pas envie de parler, elle était pressée, nerveuse, elle se mariait le lendemain. Voyait-on à quel point elle était différente des autres? Qu'est-ce qui la distinguait? En apparence, rien. Julie était une jeune femme attirante, la silhouette élancée, l'allure vive. Sa chevelure brune, abondante et indisciplinée agrémentait l'ovale de son visage animé par des yeux verts en amande. Elle plissait souvent les paupières en souriant, mais son regard clair dissimulait mal une sorte de réserve un peu sauvage. Secrète, elle se réfugiait dans de longs silences. Et ce soir-là, une fois de plus, elle avait voulu s'isoler. Le lendemain, il y aurait le mariage à la mairie. Une formalité qui officialiserait leur union le soir à 20h. Un peu tard, l'officier de l'état civil étant occupé ailleurs. Les mariages étaient en augmentation pourtant. Il y en avait eu 8 l'année précédente, et les naissances se multipliaient. Les témoins qu'ils avaient choisis, Jules, Adolphe et Jacques, avaient accepté avec joie. Le matin suivant, très tôt, ils se marieraient dans la petite église. Peu importe, il ferait beau. La neige commençait à fondre et le soleil un peu plus ardent adoucissait les journées en ce début d'avril.
Mélanie avait voulu leur préparer un bon repas. Elle avait plumé des canards, et son gâteau était toujours savoureux. La vieille Marie garderait Jules pendant l'office qui ne devait pas durer très longtemps. Julie mettra sa jupe de futaine un peu élimée sur ses jupons empesés, sa petite veste verte bien cintrée qui lui allait si bien, elle y avait ajouté un col de dentelle. Elle se coiffera d'une capote noire aussi doublée de dentelle. Ses bottines, bien astiquées, étaient encore belles et soulignaient ses chevilles fines. Elle aurait aimé un manchon. Ce soir-là sur la grève, elle avait regardé ses mains. Elles étaient délicates, à peine abîmées par les durs travaux, étroites avec de longs doigts aux ongles bien galbés. Julie regardait souvent ses mains avec intérêt. D'où lui venaient de si jolies mains. Elle aurait aimé les protéger dans un joli manchon fourré. Ils étaient si beaux ces manchons et sûrement bien chauds. Pourrait-elle se permettre de porter de si jolies choses dans ce nouveau pays? Elle porterait un anneau à sa main gauche, Eugène avait insisté. Elle aurait bientôt un manchon, qu'elle confectionnerait avec de la fourrure. Son esprit vagabondait. Tout était possible ici malgré tout. Jetant un regard songeur vers le lointain et relevant légèrement sa jupe, Julie rebroussa chemin d'un pas résolu. Eugène l'attendait paisiblement dans leur maison. Cette petite maison en bois, ouvrant sur la route de la Rade, représentait tellement. Elle était très modeste, mais il l'améliorerait jour après jour. Déjà, il y passait le plus de temps possible. Le grand coffre qu'il venait de finir était magnifique. Julie en était très fière. Des rideaux joliment crochetés garnissaient les petites fenêtres. Ce foyer qu'ils installaient était le leur. Cette acquisition n'avait pas de prix, leurs rêves les plus fous se concrétisaient. 2. Eugène tenait sa revanche. Eugène avait 13 ans à peine quand il prit le large, embarqué pour la pêche. Malgré toutes ces années terribles, la mer lui avait permis d'avancer vers cette liberté qu'il trouvait enfin. Il venait d'obtenir une concession. C'était la clé des champs. Ironie. Les champs ici houblonnaient, écumaient vers le lointain. C'était la mer, son immensité, sa richesse et ses colères. Tout près, c'étaient les graves exposés au vent. Saint-Pierre, cette île perdue du bout du monde, noyée dans le brouillard, isolée dans un océan agité, était devenue pour lui, le seul havre de paix, une sorte d'envalon. Quand il rentrait des bancs, harassé de fatigue, ce port était le refuge. Maintenant, quand il entendait le raclement des galets sous son wari atteignant le rivage, il avait chaque jour la sensation de rentrer chez lui. Ce soir, il était bien. Il y avait Julie et le petit Jules. Il évitait de se souvenir de son enfance misérable. De ces années, il ne voulait garder que l'inoubliable perspective de la baie du Mont avec la mer à perte de vue. Cette immensité l'avait fasciné dès son plus jeune âge, alors qu'il vivait à Saint-Jean-le-Thomas chez Marie Dupont. Il avait connu la fuite devant les vagues qui envahissaient les dunes, les coquillages dénichés au creux des rochers de Tomblaine, les refuges dissimulés dans les fissures des falaises. Puis il avait connu la détresse de l'éloignement. On ne vit plus le petit garçon courir sur la dune, son chien sur ses talons. Les traces de leurs pas sur le sable s'étaient effacées, et leur silhouette s'était évanouie comme dans un mirage là-bas vers l'horizon. Au milieu des autres enfants, Eugène avait vécu sans vraiment comprendre ce qui lui manquait. Il ne se souvenait pas bien d'ailleurs. L'orphelinat, une grande maison toujours aussi froide quelle que soit la saison. L'épaisseur des murs ne laissait rien passer, et le soleil s'arrêtait derrière les fenêtres sales. Le soir, très tôt couché, ils partageaient un lit et peu à peu trouvaient le sommeil, recroquevillés les uns contre les autres, apeurés dans l'obscurité. Son ami Pierre avait reçu une visite. Une dame vêtue de noir était venue. Elle l'avait prise dans ses bras, et l'avait emmené dans le jardin, du côté habituellement interdit aux enfants. Le soir, Pierre avait pleuré, mais il avait raconté que sa maman viendrait le chercher. Qu'est-ce que c'était une maman? En avait-il une? Eugène attendait pensif. Martin avait eu la visite d'une vieille tante très sévère. Il n'aurait pas voulu d'une tante comme celle-là. Eugène faisait partie de ceux qui n'avaient jamais de visite. Pour eux, le régime était encore plus dur. Les enfants se taisaient toujours quand ils apercevaient la silhouette de la surveillante qui n'était jamais loin. Ils acceptaient tout. Ils ne pouvaient que tout accepter.
Tôt le matin, il se lavait à l'eau froide. Vêtu légèrement, les pieds dans des galoches, il se retrouvait au réfectoire devant un bol de soupe trempée. En hiver, le poêle, parfois allumé, réchauffait un peu la salle. Il grelottait sous la pèlerine dans la cour. Ils avaient les doigts engourdis, et les plus grands avaient du mal à tenir un crayon dans la classe glaciale. Et puis un jour, il avait franchi le porche. Inquiet, il avait marché la main serrée dans celle du monsieur qui déjà était venu chercher Mathieu et son petit frère et puis Pierre. C'était son tour. Ils marchèrent longtemps. Le monsieur lui fit des recommandations. Il ne comprenait pas bien parce qu'il était déjà sage. Pourquoi faudrait-il qu'il le soit encore plus? Qu'allait-il lui arriver? Où allait-il? Il n'avait rien dit, habitué à subir sans oser protester. Jean? Oh! Non, Jean. Une peur incontrôlée le saisit quand il se retrouva dans une soupente, seul. Bien plus seul qu'il ne l'avait jamais été, habitué à la promiscuité du dortoir, obligé de partager un fit. Tout à coup l'absence de Jean lui devint intolérable. Les larmes roulèrent sur ses joues. Jean, son jumeau, son ami, il voulait tellement être avec lui. Tout au long de la journée, s'il n'avait pas osé laisser son imagination galoper, un léger espoir l'avait porté malgré tout. Peut-être que... Mais non, il se retrouvait avec des inconnus plus indifférents que sévères. Mais pourquoi était-il là? Oui, pourquoi? Il allait souvent changer de maison. Il se souvenait de la mère Grégoire qui ne lui donnait à manger que lorsqu'il avait fini de peler les châtaignes. C'était le bonhomme, un peu bourru, qui lui donnait un morceau de pain pour calmer sa faim. Il n'était plus retourné à l'école. Pourtant il lisait bien et il aimait lire. Il avait longtemps conservé un vieux cahier, et il pouvait relire quelques poésies. Il se souvenait des vers de Racine et déclamait avec Andromaque. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste, il est du sang d'Hector mais il en est le reste. Ses aïeux. Eugène s'interrogeait. Ses aïeux? Et puis le vers qu'il disait sans hésitation et rapidement. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Il restait très curieux, s'intéressait aux journaux, lisait la moindre affiche. Mais il n'écrivait plus beaucoup et ne dessinait jamais. Quand il avait eu un couteau, il avait taillé dans la plus petite branche, et rêvé en sculptant le bois. Puis le père Grégoire, ne pouvant l'employer, l'encouragea à chercher un embarquement. Le petit garçon blond avait lutté jour après jour. Il avait grandi. Navigué. À 15 ans, Eugène embarqua comme mousse sur un voilier. Une importante flottille était armée pour la pêche chaque année, et les campagnes sur les grands bancs se succédaient. Durant ces longs mois, les escas à Saint-Pierre très appréciés des marins étaient leur seul moment de répit. Eugène découvrit ainsi cette île et eut envie de s'y fixer. Là, des embarquements aléatoires, fatigué des interminables traversées, irrité par les travaux pénibles et les brutalités, il avait préféré la pêche côtière, le petit métier qui se pratiquait à Saint-Pierre. Avec un énorme courage et une grande volonté, il avait tenu bon. Dès son premier voyage, il avait su que sa vie ne pouvait être qu'ailleurs. Le va-et-vient des voiliers qui traversaient pendant la saison de pêche ne l'attiraient plus. Granville était bien loin de l'autre côté. Au petit matin, par tous les temps, il partait avec Martin, son équipier, à bord de leur wherry. Il ramait des heures pour atteindre les lieux de pêche. Dans la soirée, ils rentraient fourbus, trempés, mouillés bien souvent, leur barque ventrue lourdement chargée de leur pêche. Maîtres à bord après Dieu, ils étaient libres dans leur tête et vivaient mieux. Ce rocher abrupt, au milieu de l'océan, l'île isolée au redoutable brouillard. L'île dénudée, livrée au vent violent, Saint-Pierre, lui avait tout apporté. Eugène était bien. 3. Saint-Pierre en 1844. Ils étaient nombreux sur l'île maintenant, quelques 2000 personnes regroupées dans une sorte de grand bourg lové entre les graves et la montagne. Le port réservé aux gros bateaux séparait la baie, et de chaque côté, les petites embarcations des pêcheurs s'alignaient sur le rivage, sous les cabestans qui permettaient de les échouer sur les galets. Les oiseaux de mer y virevoltaient nombreux. Le cri des mouettes s'ajoutait au bruit des vagues. Il y avait aussi les petites cabanes installées à proximité, pour entreposer le poisson. Ces salines abritaient même quelquefois de pauvres pêcheurs qui n'avaient d'autre refuge.
La pêche était abondante depuis quelque temps, et la vie s'organisait plus facilement. Malgré les réticences du gouvernement, les marins arrivaient pour la saison, hivernaient s'ils trouvaient du travail et souvent ne repartaient plus. La plupart de ces hommes étaient comme Eugène, jeunes et pauvres. Ils venaient sur cette île pour vivre mieux. Confrontés quotidiennement à de multiples problèmes matériels, l'ingéniosité des uns palliant la maladresse des autres, ils étaient solidaires et cultivaient une qualité qui devenait essentielle pour leur survie, la débrouillardise. Eugène était adroit. Devenu un bon marin, il travaillait beaucoup et pouvait lui-même exécuter toutes les tâches qu'exigeait son métier. Mais il y avait tout le reste. Très vite, les voyageurs devenus sédentaires se heurtaient aux nécessités de la vie quotidienne soumis aux rigueurs du climat. Durs à la tâche et durs entre eux, les hommes s'accommodaient de la vie rustique qu'ils menaient ici. Pour les autres, c'était bien différent. Les marins, sitôt installés, faisaient venir leurs femmes ou leurs fiancés, leurs familles. Ces femmes arrivaient toujours épuisées par une traversée éprouvante, n'ayant souvent que de maigres bagages. Quand elles avaient pu charger une caisse, elles y avaient serré toutes sortes de choses qui pouvaient leur être utiles. Les difficultés se multipliaient si elles avaient des enfants. Les petits malmenés par ces longs voyages étaient fatigués, mal fagotés, ils s'accrochaient frileusement aux jupes de leur mère et avaient besoin d'être accueillis tout de suite. Sur les bateaux voyageaient aussi quelques femmes plus gâtées, qui avaient fait charger des mâles ventrus. Leur contenu n'était pas toujours adapté aux besoins qui les attendaient. Au moins auraient-elles le plaisir de retrouver toutes ces petites frivolités qui enjolivent la vie, tous ces petits riens introuvables et tellement rassurants dans ce petit pays perdu où il leur faudrait malgré tout apprendre la patience et le renoncement. Depuis une quinzaine d'années, des familles entières vivaient sur cette île. La population augmentait rapidement, mais les installations s'amélioraient plus lentement. Les maisons autour du port et sur la rue principale qui s'allongeait jusqu'à l'église s'adossaient les unes aux autres. Plus loin, les maisons en bois gris patiné, suivant un non-alignement qui soulignait l'amateurisme et l'urgence, s'éparpillaient dans le désordre. Les hommes pressés par le temps s'entraidaient tout naturellement pour abriter les nouveaux venus. L'essentiel étant d'avoir très vite une maison bien close, toutes les compétences étaient exploitées et les bonnes volontés évidemment très appréciées. Ces pionniers qui se débattaient pour survivre dans ce pays perdu étaient habités par la même détermination. Une sorte de compagnonnage s'instaurait, et ces hommes, un peu rustres, peu enclins à s'épancher, trouvaient dans ces échanges plus ou moins désintéressés l'occasion de se mesurer et de s'estimer. Les relations évoluaient. Les camarades de comptoir pouvaient se révéler de bons amis, ou d'affreux individus à fuir. Eugène était comblé, il s'était fait de bons camarades, plus encore, il oserait dire de vrais amis. Il avait aussi une maison, sa maison avec un grand terrain autour. Par sa fenêtre, il voyait la mer et des bateaux ancrés à l'entrée du port. Le grand nombre de voiles rougeâtres et faceillantes annonçait le début de la saison. Tout le reste était loin. Cet éloignement salutaire avait un heureux dénouement. La vie lui souriait enfin. Il avait tellement souffert que plus aucune crainte ne pouvait l'atteindre. Il refusait toute perspective sombre et se sentait gagnant. À ce moment crucial de sa vie, il avait l'impression que tout était fixé, il était arrivé au but. Sa ténacité avait été bénéfique, et il trouvait enfin une forme de sérénité. Il aperçut Julie. Elle rentrait d'un bon pas, les cheveux ébouriffés par le vent. Le chien qu'il avait vu aussi se précipitait à sa rencontre, Eugène l'attendait. Il connaissait ses tourments et les blessures qui avaient marqué trop tôt la petite fille seule. Avec patience et tendresse, il savait calmer ses appréhensions. Elle avait une grande confiance en lui, et se laissait convaincre facilement quand il devait prendre des décisions. Par chance, ils étaient souvent du même avis. C'est ainsi qu'il avait pu aller au bout de son grand projet. Eugène s'était chargé de toutes les formalités. Il avait reçu les actes de naissance indispensables pour leur mariage. Il les avait lus et relus, un peu nerveux, déconcerté, presque rageur. Atteint par toute la cruauté des mots, il avait eu du mal à refouler une douleur qu'il connaissait bien. L'injustice qui les avait marqués tous les deux s'étalait sous ses yeux. Ces papiers, il les avait livrés à tous les regards. Presque indifférent à la curiosité qu'ils pouvaient susciter, ici ou là,
Dans un environnement où un grand nombre de personnes étaient incapables de les lire, ils avaient dû eux-mêmes accepter leur terrible vérité, c'était écrit. Bien innocemment, Jules était à l'origine de leur démarche et il avait emporté les hésitations de ses parents. C'était un bébé facile qui s'éveillait tranquillement. Son regard bleu était attirant. Eugène avait été séduit par cet enfant qui petit à petit réclamait son attention. Accroché à son pantalon, il insistait et voulait grimper sur ses genoux. Garder ce petit dans les bras était un vrai bonheur. Ce bébé confiant lui avait révélé des sentiments inconnus. Il avait été touché au plus profond de lui-même. Cette enfance était le commencement, c'était son enfance obscure mais c'était bien plus, c'était son devenir. Et tout à coup, comme après une déferlante, les émotions contenues ayant emporté l'énorme fardeau de ses interrogations, Eugène avait compris que c'était Jules qui lui apporterait tout ce qu'il cherchait, tout ce qui lui manquait. Il était ses racines et son devenir, il était l'ancrage. Tout était réglé. Au moment de la naissance, Eugène était en mer. Et l'enfant portait le nom de sa mère. Julie lui avait donné le prénom de Jules et y avait adjoint celui de Victor, le patronyme d'Eugène. C'était amusant, à partir de maintenant il s'appellerait Jules Victor Victor. Ce n'était non pas un bégaiement, mais une sorte de répétition qui consoliderait sa filiation. N'était-ce pas pour lui et par lui qu'il pourrait maintenant se projeter dans l'avenir? Julie et Eugène se marièrent à Saint-Pierre. Le 8 avril 1844 pour leur plus grand bonheur. 4. François, un artisan. Ici les gens qui se côtoyaient étaient très dissemblables. Pourtant s'ils se regroupaient par affinité, en réalité en ce début d'installation, il n'y avait pas beaucoup de différence dans leur façon de vivre. Mis à part une dizaine d'Irlandais, ils venaient tous de France. Les Normands étaient les plus nombreux, suivis des Bretons et des Basques. Les Bretons étaient le lien entre les uns et les autres, habitués à les fréquenter de tout temps. Ne disait-on pas que les Bretons petits bruns aux yeux noirs affichaient leur ascendance espagnole? Quant aux voisins de la Manche, même le Mont, n'avaient jamais réussi à les séparer et leur relation était coutumière. Ainsi donc ces Français avec leur diversité se retrouvaient dans ces îles si lointaines, en Amérique. Peut-on imaginer que le mythe américain ait pu attirer ces aventuriers? Sous le contrôle de la France, ils bénéficiaient de son parrainage. L'administration représentée par une vingtaine de fonctionnaires organisait tout ce qui était essentiel. Il prévoyait le ravitaillement pour les habitants, la distribution des matériaux de construction, le sel pour la conservation du poisson. Les quelques militaires qui tentaient de faire face aux besoins les plus pressants étaient perplexes. Ils voyaient les bateaux arriver et s'interrogeaient sur le devenir de leurs passagers. Ils rêvaient aussi quelquefois, indécis. Cette petite garnison était-elle plus à l'abri ici qu'en Afrique où la conquête réclamait de plus en plus d'hommes? Fatalistes, ils attendaient la relève, scrutant l'horizon sombre et menaçant à la merci des éléments déchaînés. Tous les pionniers n'avaient pas les mêmes objectifs. Quelques fuyards avaient pu poser sac à terre et se confondre parmi les autres, en recherchant l'anonymat. Certains autres encore, pour toutes sortes de raisons plus ou moins avouables, pouvaient déguiser leur identité, désireux de couper les ponts avec leur passé. Les plus désespérés venaient là pour tenter une dernière chance. La majorité était plus optimiste, l'avenir était à eux. En France, au milieu du XIXe siècle, l'enseignement, la spécialisation et les applications pratiques avaient conduit à de nouvelles découvertes et de grands bouleversements. Les conséquences immédiates ne firent qu'augmenter l'écart entre la bourgeoisie et les travailleurs manuels. Le chômage grandissait et la misère s'aggravait. De nouvelles théories naquirent de ces frustrations et de nouvelles crises se profilaient. Pour tous ces aventuriers, entreprenants, Saint-Pierre pouvait être une île extraordinaire. Tout était à créer ici. Évidemment, l'étroitesse du site limitait les perspectives, mais tout de même, il y avait à faire. Quelques entreprises déjà s'installaient. Jusqu'alors, c'était l'administration qui avait tout géré, mais peu à peu les choses changeaient. Les artisans étaient les mieux placés. Ils arrivaient en grand nombre. La pratique de la pêche nécessitait une grande diversité de métiers, tous vitaux. Les cheminées des forges s'élançaient au-dessus des toits. Dans les ateliers, les cordiers et voiliers s'activaient.
Les matelots vaillamment transportaient les lourdes voiles, qui devaient être en bon état avant la saison. Le port était en effervescence. Dans sa partie la plus reculée, le Barachois communiquait par un étroit passage avec l'étang Bouleau. Sous le pont qui l'enjambait, le bouillonnement des eaux fluctuantes au gré des marées se mêlait au claquement vif des drisses sur les mâts d'une multitude de goélettes ancrées bord contre bord dans cette partie abritée du port. Dès le petit jour, des martèlements soutenus s'ajoutaient à tous ces bruits. Dans leurs ateliers installés à proximité et qui fonctionnaient à plein régime, des hommes indispensables exerçaient le métier de charpentier de marine. Au milieu de ces artisans, un jeune Normand travaillait sans relâche depuis son arrivée sur l'île. François Marsolio, un solide gaillard, natif de Cherbourg, était issu d'une lignée de charpentiers de marine. En digne fils de Michel, François avait choisi ce métier passionnant qui exigeait d'abord de naviguer. C'est ainsi qu'il avait quitté Cherbourg et sa mère. Bien plus jeune que son mari, Jeanne était maintenant veuve. Michel avait vécu jusqu'à 80 ans, et elle reconnaissait chez le fils l'énergie remarquable du père. Elle l'avait donc encouragé à s'engager dans la même voie. Jeanne ne restait pas seule. Près d'elle, Louis, le fils du premier mariage de Michel, très attaché à la seule mère qu'il n'ait jamais connue, lui apportait toute l'attention qu'elle souhaitait. Comme tous les gens de mer, François avait dû s'inscrire dans les registres de l'amirauté au quartier de Cherbourg. Immatriculé sous le numéro 704, au fil du temps de l'arsenal aux embarquements, il avait franchi les étapes habituelles jusqu'au grade de quartier-maître de charpentage de seconde classe. En désaccord total avec le premier maître charpentier, quand il avait été congédié du garde-côte, la Mouche, en opération sur la zone de Terre-Neuve, il avait posé sac à terre à Saint-Pierre. Il naviguait pendant la saison sur les waris qui pratiquaient la pêche côtière, puis il hiverna dans la colonie. Habitué aux hivers normands, la rigueur des hivers de la Terre-Neuve ne lui faisait pas peur. Fort de ses 2 galons et fier de son métier, il se savait assez expérimenté pour prétendre à des responsabilités. Ses fréquentes escales lui avaient permis de rencontrer des collègues qui avaient eu comme lui une grande envie d'aventure. Il s'était lié d'amitié avec un autre jeune Normand, Joseph-François Yvon. Et puis François fit la connaissance de Marie-Anne, la sœur de Joseph-François. Il était enrôlé sur le Cupidon, quand il succomba au charme de la jeune fille. Mignonne, pas très grande, plutôt brune, aux yeux clairs, Marie-Anne arrivait de Saint-Père en pays Grand-Villais. Il se plaisait. François avait pour Marie-Anne l'ambition du meilleur. Pour elle, il n'eut plus d'autre choix. 5. Marie-Anne. Le goût de l'aventure avait gagné la toute jeune fille, qui avait aussi rêvé de partir découvrir ces îles. Grâce à la complicité de son frère, elle avait pu sans trop de mal convaincre ses parents. Sa tante Marie-Françoise, déjà installée à Saint-Pierre, était très heureuse de l'accueillir. François Yvon, le père de Marie-Anne, était couvreur en chaume à Saint-Père. Son champ d'action s'étendait tout autour de Granville. Il était connu dans les bourgs environnants pour son adresse, sa dextérité et la beauté de ses paillages. Il était plutôt satisfait, presque admiratif, quand il regardait les toits dorés sous le soleil, protecteurs sous la pluie. Son fils aîné n'avait pas eu envie de faire le même métier. Il voulait faire autre chose et surtout découvrir d'autres horizons. Le port de Granville l'avait attiré. Très manuel, il avait travaillé au chantier naval. Et puis, il avait voulu partir. À Saint-Pierre, il était apprécié et ne pouvait répondre à toutes les demandes. Les charpentiers et les calfats étaient indispensables et les armateurs payaient bien l'efficacité, exigeant que les réparations se fassent soigneusement et rapidement. Les parents étaient heureux de savoir que leur fils se débrouillait très bien. François, le père, avait aussi rêvé d'aventure. Mais à l'âge de 45 ans, il valait mieux se contenter de la vie calme du bocage normand. Le départ de Marie-Anne l'avait beaucoup inquiété, attristé même. Heureusement, la présence sur l'île de sa sœur Marie-Françoise le tranquillisait un peu. Il savait qu'elle serait attentive, et avait tout à fait confiance en elle. Sa femme, Anne-Marie, avait accepté plus facilement. Elle aimait à penser que Marie-Anne s'occuperait de son frère. Ils étaient si jeunes. En Normandie, les enfants partaient tôt du foyer, c'était l'habitude. Pourtant, certaines personnes de la famille les critiquaient vivement. C'était vrai.
Laisser partir une jeune fille si loin semblait un peu fou. Marie-Anne avait tout juste 18 ans. Dommage qu'elle soit restée indifférente aux avances du fils Charles, ils ont pourtant une belle ferme. Au bourg voisin, les garçons ne manquaient pas. Simon qui ne voulait pas quitter le pays, un bon garçon, tailleur de pierre, et Nicolas qui travaillait avec son père tailleur d'habits. Dommage. La jeune fille avait voulu partir avec son frère. Leur vie s'en trouvait complètement bouleversée. C'était parfois difficile. Le temps s'était trop vite écoulé, et les plus grands étaient partis. Ils donneraient des nouvelles de temps en temps. Les courriers n'étaient pas fréquents, les traversées très longues et très dangereuses. Saint-Pierre était si loin, tellement loin. De l'autre côté de l'Atlantique, Marie-Anne avait rencontré François, le jeune Cherbourgeois. Elle était amoureuse et était prête à partager sa vie sur l'île. La tête pleine de rêves, Marie-Anne avait apprécié l'accueil dans la maison sur la route de la Butte, au-dessus du port que l'on découvrait par les fenêtres. Devant la forêt de mâts, l'on apercevait les cheminées d'une forge, les ateliers et des bateaux juchés sur de grands berceaux. Les bardeaux neufs de la façade étaient encore clairs, la patine ne les avait pas encore assombris. L'odeur du bois était pénétrante à l'intérieur. C'était une maison basse, une sorte de longère où ils cohabiteraient d'autant plus facilement qu'ils s'appréciaient beaucoup. Joseph François s'absentait souvent, mais il était toujours très content de retrouver sa sœur. Marie-Françoise était très heureuse de materner cette toute jeune fille. Il semblait qu'elle se soit investie d'une sorte de mission, protéger sa nièce. « Ma petite fille, lui avait-elle dit, ton père ne se rend pas compte, tu es charmante et tellement jeune. Les garçons se débrouillent mais toi, une belle créature comme ça. Tu resteras avec nous, et puis nous verrons. » Jean et Marie-Françoise étaient seuls, et la présence de Marie-Anne les comblait. Cette jeune fille gentille et gaie, était l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu. Leur neveu, bien aimable mais déjà aguerri, venait surtout se mettre les pieds sous la table et discuter avec l'oncle Jean. Il était indépendant, entrait et sortait sous des prétextes divers, sa tante n'osait pas s'immiscer dans sa vie. Heureusement, rapidement une étroite connivence s'établit entre la tante et la nièce. Marie-Anne Choyer y puisait une plus grande assurance. Elle avait apporté une malle pleine. Joseph François l'avait prévenue, « Surtout ne t'embarrasse pas de bêtises. » Elle avait souri et avait rempli la malle. Parmi le linge, elle avait glissé quelques rubans, du fil et tout ce qu'il fallait pour coudre, un fer pour les coiffes qu'elle portait chaque jour, quelques jolis mouchoirs et dans un précieux réticule, le dé en argent qui avait appartenu à sa grand-mère Marie-Madeleine et ses ciseaux à broder. Elle n'avait pas oublié le métier et ses fusains. Elle aimait reproduire les gestes ancestraux des dentelières et admirer la dentelle qui naissait sous ses doigts. Elle avait ajouté une courte pointe que sa mère lui avait cousue. Marie-Anne aimait ranger régulièrement cette malle, heureuse de manipuler les étoffes qu'elle contenait. Elle y puisait des bouffées de senteurs familières qui évoquaient l'autre maison, sa mère et la vie là-bas à Saint-Père. Marie-Anne, étonnée, avait perdu ses repères habituels. Quant à la tombée de la nuit, François, s'il finissait de travailler assez tôt, l'accompagnait sur le chemin vers les hauteurs de la ville. Ils observaient, surpris, la nature sauvage de leur nouvel environnement. Ils ne voyaient que des sapins, ne rencontraient aucun des arbres qui avaient tellement fait partie de leur paysage familier. Le vent semblait combattre la moindre pousse, et seuls les plus robustes réussissaient à s'accrocher. Les arbres fruitiers manquaient totalement. Il n'y avait pas un seul pommier, c'était incroyable. S'ils laissaient le chemin terreux, ils marchaient sur un sol cousu de mousse où les marguerites s'éparpillaient, et les baies grises et rouges s'égaillaient ici et là. 6. L'été n'avait pas été long. Dommage. L'été n'avait pas été long et déjà le temps changeait. Les pêcheurs travaillaient beaucoup. Julie dans l'après-midi descendait au plein, à Tendregène. Quand la barque arrivait, il ne prenait pas toujours le temps de venir jusqu'à la maison. S'il rentrait tôt, il venait manger une soupe chaude avant de retourner pour traiter le poisson. Julie l'aidait et vérifiait les filets. Les mailles souvent arrachées devaient être réparées tout de suite. Il y avait 2 bonnes raisons pour cela. Si l'entretien des filets allongeait leur durée de vie et assurait une plus grande capacité, un filet neuf coûtait toujours cher et il fallait attendre longtemps pour pouvoir en acheter un autre. Au magasin général où l'on peut trouver un peu de tout, les femmes se rencontraient fréquemment.
Quand le bateau ravitailleur arrivait, elle s'y bousculait. Il fallait entre autres choses prévoir suffisamment de provisions pour passer un hiver tranquille. À plusieurs reprises, Marie-Anne avait rencontré Julie. Elles avaient échangé quelques impressions sur leur vie à Saint-Pierre, sur le climat. Mais elles étaient si différentes. Marie-Anne avait l'air d'être une enfant gâtée, qui avait le temps de vivre. Julie n'avait jamais connu l'insouciance. Son installation sur l'île avait été sans doute la période la plus agréable de sa vie. Tout avait l'air possible, et puis le quotidien était devenu plus difficile et elle avait travaillé de temps à autre. Elle avait été blanchisseuse. Au printemps, elle retrouvait d'autres femmes qui, les mains dans l'eau glacée de la rivière, lavaient du linge. Elle avait transporté les ballots de linge. Souvent dégoûtée par la saleté, après l'avoir frotté et battu, elle l'avait fait sécher sur l'herbe des parcs pour le blanchir. Dans les familles, surtout si elles étaient à l'aise, les draps sales étaient pliés et entreposés en tas jusqu'au beau jour. C'était alors que les blanchisseuses intervenaient. Maintenant Julie s'occupait surtout de son fils et aidait Eugène. C'était plus agréable, même si c'était dur quelquefois. L'enfant n'était jamais bien loin, il jouait gentiment à proximité sous leur regard attendri. 7. Dans la petite église. Le 21 novembre 1844, ce n'était pas encore l'hiver, mais ce jeudi-là il faisait très froid et très humide. François et Marie-Anne se marièrent à 7 heures du matin au bureau de l'état civil. Ils se précipitèrent aussitôt dans la petite église. Marie-Anne avait eu du mal à protéger sa coiffe qui était trop fragile pour supporter sans dommage les intempéries. La cérémonie avait été chaleureuse, et ils étaient ressortis heureux. Tante Marie-Françoise avait essuyé une larme. Marie-Anne était radieuse et François très souriant. Pierre le poulieur, Jean le marin, François et Henri les charpentiers se félicitaient d'être leurs témoins. Ils étaient ravis et tout à fait disposés à fêter l'événement. Au retour, la noce n'avait pu éviter de passer devant les ruines des maisons que l'incendie d'octobre avait complètement détruites. Encore impressionné par le sinistre spectacle, il avait fallu toute la fraîcheur de Marie-Anne et la volonté de François pour chasser les idées moroses. Ils avaient partagé un bon repas et apprécié les tartes aux myrtilles que Marie-Françoise avait préparées. Ce fut un très agréable moment. On avait ri, un peu bu, oublié pendant quelques heures les ravages de l'incendie. L'enthousiasme de ce jeune couple conditionnait leur perception des événements. Quelque part c'était leur protection. François avait des projets, et Marie-Anne, admirative, adhérait complètement à toutes ses idées. Ils avaient la même envie de vivre une aventure particulière dans cette île du bout du monde. Très attristés par le sort peu enviable de toutes ces familles qui soudainement avaient vu leur maison s'enflammer et se tordre pour n'être plus que des amas de poutres calcinées et de débris informes et cendrés, ils avaient aidé selon leurs moyens. François était dans les premiers à combattre le feu qui se nourrissait du bois des nombreuses constructions. 15 maisons avaient été détruites. Marie-Anne, dévouée, avait soutenu les jeunes femmes qu'elle connaissait. Elle s'était émue. Bouleversée, elle avait pu après de terribles journées reprendre ses rêves. Après tout, ils avaient eu de la chance et tout allait bien pour eux. Soucieux de la préserver, Marie-Françoise et Jean lui léguèrent la maison 6 rue Grande Chêne. Ce legs figurait sur le contrat de mariage entre François et Marie-Anne. En bonne normande, Marie-Françoise dotait sa nièce avec précaution. L'automne n'était pas très rassurant, le temps était déjà très mauvais. Les premières chutes de neige avaient saupoudré les toits, les rues et les cendres. La tempête venait de provoquer le naufrage d'une goélette anglaise sur la côte ouest de l'Anglade. Par bonheur, François ne naviguait plus sur les bancs. Marie-Anne remerciait Dieu et Marie tous les jours. Les bruits les plus alarmants avaient couru, et la confirmation du naufrage avait touché tout Saint-Pierre. Une fois de plus, la mer avait frappé. Les côtes étaient terriblement dangereuses et avec les tempêtes, les naufrages se multipliaient. Leur fréquence était encore plus grande sur les côtes voisines. DEUXIEM partie 8. Miquelon, l'île Sœur. L'Anglade était la partie de l'île Miquelon, la plus proche de l'île Saint-Pierre. Ces falaises barraient l'horizon à l'ouest de l'autre côté d'un chenal constamment agité. L'inévitable chenal difficile à traverser méritait son surnom de gueule d'enfer. Malgré tout,
Les colons établis sur cette partie de l'archipel empruntaient régulièrement cette redoutable baie. En contournant le plateau surélevé, les barques pouvaient accoster dans les petites anses abritées au creux des falaises. Généralement, ils choisissaient la Grande Anse, là où les plaines descendent doucement vers la mer. C'était aussi l'embouchure de la belle rivière. Au-dessus du banc de galets, ces rives boisées étaient belles et surprenantes, un des seuls endroits de l'archipel où les arbres ont pu grandir. Les brumes y étaient plus légères ou moins fréquentes. Ici, les paysages étaient plus doux et plus riants, une sorte de havre de paix dans cet environnement hostile. Les résidents de Langlade étaient des fermiers. Quelques 5 à 6 familles avaient obtenu des concessions et s'y étaient installées. Ils devaient composer avec un climat très froid et très rigoureux pour exploiter ces grandes étendues au sol gelé plus du tiers de l'année. Ces défricheurs vivaient dans un grand dénuement, comme des otages à la fois libres et enfermés, sauvages mais soumis aux éléments hostiles. À l'automne, quand ils avaient rentré les bêtes, on pouvait apercevoir quelques chevaux fougueux restés en liberté qui affronteraient l'hiver glacial à travers landes et buttereaux. Un grand isolement était l'essentiel de la vie sur cette île étrange et magnifique. Sous le soleil, au printemps, l'isthme qui soudait les deux parties de l'île offrait un spectacle d'une grande beauté. La dune de sable fin formait un arc de cercle doré jusqu'à l'horizon. Si le vent se levait, un halo pailleté troublait la vision. Là où la mer et le sable se confondent, les mirages fuyaient indéfiniment. C'était à cheval en galopant sur la dune que l'on pouvait le plus facilement rejoindre le bourg de Miquelon. Les charrettes se frayaient difficilement un passage à travers buttereaux et bancs de galets. Les chevaux, eux, faisaient fi des tourbières, effleuraient les galets, franchissaient les cours d'eau. Les cavaliers chevauchaient sur la piste avec aisance et hardiesse et découvraient un paysage grandiose. Quand ils avaient laissé les fermes et leurs pâturages, ils contournaient le grand Barachois. C'était là que le sable en s'accumulant avait réuni Langlade et Miquelon, qui n'étaient plus qu'une seule île. Autrefois, elles étaient séparées par une passe si dangereuse que de nombreux bateaux y firent naufrage. Ici et là, les épaves échouées apparaissaient sur les dunes. Incessamment malmenées par le ressac et le vent, leurs ossatures ancrées dans le sable n'en finissaient pas de témoigner. Le chemin d'abord jalonné par ces sculptures torturées, atteignait la lagune où les phoques se mouvaient lentement. Leur reptation animait les dunes. Ils ondulaient, à peine plus sombres que le sable mouillé. Les dégradés de beige jusqu'au sable blond étaient magnifiques sous le soleil. Comme d'un énorme sablier, l'isthme entre Langlade et Miquelon égrenait un sable si fin qu'aucune main n'aurait pu le retenir, il glissait entre les doigts, une poussière d'or insaisissable. Et puis, à nouveau, c'étaient les mornes où les étangs éparpillés scintillaient en grand nombre. Ils éclaboussaient le sol de bulles éclatées aux couleurs changeantes. Aucun arbre. De temps en temps quelques rares petits bois abrités, les bouillers, s'efforçaient de résister. Des sapins nains solidement enracinés couvraient les pentes d'entrelacs infranchissables et giboyeux. Les brumes n'étaient jamais très éloignées de cette contrée qui conduisait au bourg de Miquelon. Les chevaux pouvaient emprunter un chemin surélevé qui suivait la côte ouest, dépasser une première ferme la Pointe au Cheval, traverser un vaste plateau moussu coiffé d'un monticule verdoyant, le Chapeau, et découvrir l'isthme de Miquelon. Une étroite dune courait jusqu'à la plaine entre la mer et le grand étang. Au loin à l'ouest d'incessants rouleaux polissaient bruyamment les galets de la côte. À l'est, la courbe harmonieuse du littoral était plus accueillante. Comme une énorme bouée, un cap montagneux aux douces rondeurs s'ancrait à l'horizon. Une petite ferme était installée juste avant un petit pont de bois, qui franchissait à la fois l'étang et la mer. Des rosiers sauvages bordaient le chemin et puis en contrebas, le village-rue suivait le littoral. Curieusement, l'habitat s'était installé sur une bande de terre absolument plate posée sur la mer comme un radeau. Les petites maisons alignées étaient toutes bâties sur le même modèle. Quelques couvertures de gazon distinguaient les toits des plus anciennes. Derrière, les cours étaient délimités par des palissades de piquets inégaux, le tout ayant un aspect grisâtre. Les maisons de bois, sous leurs bardeaux enduits d'huile de foie de morue, grisonnaient vite sous les assauts des embruns, du vent et du gel qui balayaient trop souvent et sans retenue le bourg et la plaine. En entrant dans le village, le peu d'animation donnait une impression de vie au ralenti. Des enfants jouaient dans la rue, des chiens partageaient leurs jeux et gambadaient librement.
Le passage d'un cavalier suffisait à éveiller la curiosité du bourg. Bienvenue aux trop rares visiteurs souvent chargés de gibier et porteurs de nouvelles. Il est vrai que dans le village, livré à l'incessant grondement de l'océan, l'isolement était total. Le choix de l'installation à cet endroit était dû à l'accès facile de la côte, qui formait un barachois largement ouvert sur l'horizon. Mais cet horizon généralement vide soulignait l'insularité de Miquelon. 9. Qui étaient-ils? Qui étaient ces gens qui vivaient ici? Ils étaient peu nombreux, peut-être 500 personnes maintenant, et ils avaient choisi de s'établir ici sur cette terre lointaine et dénudée. Le petit Joe courait au devant du cavalier qui s'avançait sur le chemin. Marie et Isabelle auraient voulu le suivre mais à 8 ans, Joe n'attendait pas ses petites sœurs. Un peu hésitantes, elles attendaient à la porte, les nattes sagement posées sur leur blouse bleue. Leur mère, Élisabeth, toujours heureuse d'avoir de la visite, laissait tout et se précipitait à son tour au devant du visiteur. Mais oui, Émile accepterait un café malgré l'absence de Laurent qui regretterait d'avoir manqué son passage. Le dernier bateau avait laissé des paquets pour lui, il les trouverait chez Benjamin. Et puis le bébé réclamait ses soins, Élisabeth posait Alexandre pour nourrir Auguste. Elle avait 30 ans, mais paraissait encore jeune et belle. Les enfants poussaient comme des champignons après la pluie. Elle savait qu'il y aurait encore des bébés à emmailloter, et de nombreux linges à laver. Eddie, le pauvre ange disparu dans les larmes, était devenu leur allié dans le ciel. Le soir avant de souffler la bougie, elle regardait intensément l'image accrochée sur le mur de la chambre qui rappelait l'enfant évanoui. Élisabeth était très croyante. Elle priait assidûment, et acceptait les épreuves de la vie avec sérénité. Depuis bientôt 15 ans, elle vivait heureuse à Miquelon. Après bien des hésitations, ses parents, Joseph Vigneault et sa femme Marguerite, avaient quitté l'île Madame, dans l'ancienne Acadie, pour venir s'installer à Miquelon. Élisabeth les avait accompagnés avec ses 4 sœurs aînées et ses 4 jeunes frères. Seule la plus âgée, Euphrosine, qui venait de se marier, ne faisait pas partie du voyage. Les 10 enfants étaient nés à Arichat. Malgré toutes les épreuves, ils avaient survécu dans ce coin protégé, au sud de l'île Royale, où de nombreux Acadiens avaient trouvé refuge après le grand dérangement. Leur mère, Marguerite Forrest, était elle-même native d'Arichat. Sa famille venait de Pisiguit dans le bassin des mines, d'où ils avaient dû se sauver. Elle descendait d'une longue lignée de pionniers qui étaient arrivés en Acadie, dans les années 1600. Combien de générations l'avaient précédée? 6 générations sans doute. La mémoire familiale n'avait retenu que les noms des ancêtres les plus pittoresques. L'inoubliable laboureur du village des Godets, le plus vieil habitant de Port-Royal. Le vénérable doyen de la colonie, Jean Godet, il avait vécu plus de 96 ans. Originaire de Martézé, il était venu, avec quelques autres cultivateurs, recrutés par Charles d'Aulnay sur les terres de ses seigneuries en Poitou, pour développer celles qu'il avait acquises en Acadie. On avait même chuchoté que Jean avait épousé en premières noces une indienne Micmac. Avait-il vraiment, selon les coutumes indiennes, d'une entaille, mêlé son sang à celui d'une squaw avec l'assentiment d'un grand chef honoré par cette union? Il y avait eu de nombreux trappeurs dans ses descendants. Faut-il voir là une sorte de tradition ancestrale? Venu de la douce Touraine, c'est en pays qu'Étienne Hébert devint son gendre. Les années passèrent. Si 2 des fils d'Étienne prêtèrent serment allégeance au roi d'Angleterre devenu le maître du pays, en revanche ses petits-fils s'illustrèrent dans les conflits contre les Anglais et ils eurent à subir les pires malheurs. Au nom d'un idéal, ils sacrifièrent leur avenir et celui de leur famille, ils sacrifièrent même leur vie. Envers et contre tout ils voulaient rester français. Leur confiance en la France était entière. Malgré les promesses et les atermoiements, ils pensaient que jamais elle ne les abandonnerait. Souvent mal informés, entre une administration déficiente, tributaire des succès militaires et un clergé utopique mais dirigiste, la plupart des Acadiens ne pouvaient accepter de changer de statut. La foi catholique était un des ressorts de l'édification de l'Acadie. Les missionnaires, bien que dévoués, étaient là pour maintenir une population jeune sous leur influence et dans le cadre strict de la religion. De nombreux Indiens, attirés par les nouveautés de cette civilisation, adhérèrent avec confiance à ces croyances prometteuses.
Les missionnaires catholiques se devaient d'être plus convaincants que les pasteurs anglais qui, soutenant la Réforme, propageaient le protestantisme. En 1713, dans l'Acadie livrée à la domination anglaise, quelques clairvoyants comprirent que leur sort était déjà joué et acceptèrent d'abjurer. Peut-être eurent-ils raison de signer le fameux serment de fidélité à la couronne britannique. Les Anglais ponctuellement tinrent compte de leur allégeance et leurs droits furent respectés pendant quelque temps. Ils eurent alors une vie un peu plus facile, momentanément. Quoi qu'il en soit, la bravoure de François Hébert était restée légendaire, c'était un des héros de Grandpré. Marguerite parlait quelquefois de ce lointain cousin. Elle évoquait aussi ses ancêtres les de Forest. Anoblis pendant les croisades, d'une vieille famille huguenote originaire des Flandres françaises, ils émigrèrent sur les rives de l'Hudson en 1624 pour sauvegarder leur liberté religieuse et contribuèrent à la fondation de New Amsterdam, New York. 30 ans plus tard, leur unique descendant choisit de s'établir en Acadie. C'est alors que, faisant fi des convictions religieuses, des principes et des combats de sa famille, Michel se convertit au catholicisme pour convoler avec Marie Hébert, l'une des filles d'Étienne. À Miquelon, ses souvenirs étaient encore vivaces. S'il y avait bien souvent des divergences quant aux options qu'ils avaient pu choisir, les Acadiens et leurs descendants miquelonnais n'aspiraient maintenant qu'à vivre en toute tranquillité dans la paix. Selon la coutume, les veillées les réunissaient. Les conversations plutôt joyeuses échappaient rarement aux réminiscences. Les gens avaient vécu une histoire si extraordinaire qu'elle les habitait complètement. Les aînés qui auraient voulu oublier, acceptaient de raconter pour témoigner. 10. Premiers Acadiens à Miquelon, premier exode. Joseph Vigneault, le père d'Élisabeth, était heureux d'avoir retrouvé son île. Il était né ici. Après tellement de tourments, il était revenu pour n'en plus bouger. Comment parler de toutes ces aventures? Joe, le fils d'Élisabeth, multipliait les occasions, toujours curieux d'entendre les récits de son grand-père. Aussitôt qu'il le voyait bien détendu dans son rocking chair, la pipe à la bouche, il s'approchait. Joseph, inévitablement, touché par l'empressement du jeune garçon, sortait de son silence et racontait. Prénommé selon leur coutume, en déclinant une partie de sa filiation, Joseph à Joseph dit Maurice, était né à Miquelon en 1777. Ses parents, Joseph dit Vigneault et Magdeleine Cyr, de vieille souche acadienne, s'y étaient installés dès 1764. Par le maudit traité d'Utrecht en 1713, la France avait perdu l'Acadie, la grande île de Terre-Neuve et les petites îles Saint-Pierre et Miquelon qui en dépendaient. De bataille en défaite, par le traité de Paris, au terme d'une guerre de 7 ans, le 10 février 1763, la France cédait le Canada à l'Angleterre. De toutes ses possessions en Amérique du Nord, elle ne conservait que ses droits de pêche sur les côtes des îles Saint-Pierre et Miquelon. L'archipel, très proche des bancs les plus poissonneux que l'on puisse connaître, représentait un havre important que la France et l'Angleterre se disputaient depuis près de 100 ans. Selon la volonté du roi Louis XV, tout fut mis en œuvre pour organiser la petite colonie. Les Acadiens y affluèrent aussitôt, et préférèrent Miquelon pour s'installer. Les premiers vinrent de Boston sur le Saint-Jacques avec Jacques Vigneault et les autres arrivèrent de Nouvelle-Écosse sur la Louise, la goélette de Joseph dit Maurice Vigneault, son frère. Jacques et Joseph étaient les fils de Maurice Vigneault, charpentier du Roy, venu en Acadie en 1701 pour construire les fortifications de Port-Royal. Ils s'y étaient établis, et étaient devenus acadiens en se mariant avec une fille du pays, Marguerite Comeau. Leur fils, Joseph dit Maurice, le grand-père de notre conteur, naquit en 1713, 2 mois avant la signature du traité d'Utrecht. La France allait perdre l'Acadie et les Acadiens leur identité et leurs biens. Ils eurent alors le choix entre l'exil et le serment d'allégeance au roi d'Angleterre. En 1722, les Vigneault choisirent l'exil et se replièrent vers l'île Royale et la Gaspésie considérée comme française. Profondément attachés à la France, ils étaient les dignes descendants d'un militaire venu au Québec se battre contre les Iroquois pour sauver la Nouvelle-France. Paul Vigneault avait quitté sa ville de Poitiers puis La Rochelle à bord du navire royal, La Paix. Jeune et fringant, portant épée et mousquet, sous le bel uniforme du régiment de Carignan-Salière, il débarqua à Québec en août 1665 pour servir la France et son roi. Ayant affronté le grand froid canadien et bien des combats,
Quand son régiment fut rappelé par Louis XIV, Paul resta en Nouvelle-France avec d'autres militaires qui choisirent de s'y établir. Paul fonda une famille à l'île d'Orléans en se mariant en 1669 avec une Française, Françoise Bourgeois. De leurs 12 enfants, Maurice fut le seul à avoir une descendance, elle fut acadienne. La famille Vigneault était donc installée à Port-Toulouse dans l'île Royale depuis 1722. L'île prospérait, le port de Louisbourg, base maritime prépondérante pour la pêche, était devenu une place forte. La ville fortifiée dotée d'une importante garnison semblait invincible. Les années passèrent, 4 fils de Maurice allèrent se marier à Beaubassin en Gaspésie, mais ils ne s'y établirent pas tous. Joseph dit Maurice, marin et caboteur, vécut à Port-Toulouse où ses enfants naquirent. En 1755, lors du Grand Dérangement, ceux qui vivaient à Beaubassin furent déportés avec les autres malheureux Acadiens. L'étau se resserrait autour de l'île Royale. Malgré une résistance courageuse et ses imposantes fortifications, Louisbourg, déjà assiégé en 1745, succomba sous les assauts des forces britanniques et de la peste en 1758. Les habitants de Port-Toulouse tentèrent de s'enfuir mais la plupart furent retenus prisonniers à Chédabouctou près de Port-Royal jusqu'en 1763. Joseph dit Maurice était du nombre avec une grande partie de sa famille. Quand il prit la tête de ces Acadiens enfin libérés, et qu'il les transporta à Miquelon sur sa goélette, tous ses enfants étaient du voyage. Son fils Jo y était avec sa jeune femme et leur première fille Anastasie, née en captivité. Sur l'île minuscule de Miquelon, les Acadiens pourchassés arrivèrent de plus en plus nombreux avec l'espoir fou d'y vivre. Parmi leurs préoccupations, ils eurent une grande priorité, leur religion et le secours moral qu'ils en attendaient. Ils réclamèrent un prêtre. Ces malheureux avaient été privés de l'assistance d'un prêtre depuis des années. Le Grand Dérangement les obligea à des solutions exceptionnelles. Généralement, le patriarche de la famille ou bien une personnalité s'imposait au sein d'un groupe communautaire pour remplacer le clergé absent. C'est ainsi que ces officiants de substitution acceptaient les promesses des fiancés et bénissaient leurs unions. Ils baptisaient les nouveau-nés et quand ils le pouvaient, dirigeaient la prière. Regrettant les offices religieux traditionnels, les Acadiens pourchassés se réfugiaient dans la prière pour invoquer Dieu. Dès 1763, à Miquelon, ils purent renouer avec la tradition chrétienne. Inaugurant cette nouvelle vie, dans une chapelle improvisée, plusieurs baptêmes furent renouvelés et quelques mariages confirmés par un aumônier accueilli avec ferveur. Sur cette île nue, le sol ne produit ni grain ni bois. Ils arrivaient les mains vides mais le cœur rempli d'une volonté farouche. Survivre. Peu leur importait le dénuement de la terre, ils étaient déterminés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.